Les collisions en deux dimensions. Notion préalable. Bon, premièrement, c'est sûr que c'est intéressant de se rappeler les types de collisions, inélastiques, parfaitement inélastiques et élastiques, mais ici on va travailler seulement avec les collisions inélastiques. Définition de la quantité de mouvement. Donc, quantité de mouvement, je peux vous le rappeler ici, c'est tout simplement masse fois le vecteur vitesse. Et principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement est toujours conservée dans toutes les collisions, peu importe le type de collision. Et on pourrait rajouter là, également, donc, juste un petit rappel que l'énergie n'est pas conservée. Donc, l'énergie pas conservée dans le type de collision qu'on va étudier ici. Donc, c'est seulement la quantité de mouvement qu'on doit conserver. Objectif. Donc, c'est d'utiliser le principe de la conservation de la quantité de mouvement pour déterminer le comportement d'une collision inélastique en deux dimensions entre deux objets. Alors, on va se limiter à deux objets et on va analyser la collision maintenant en deux dimensions. Donc, collision inélastique, on conserve la quantité de mouvement, mais pas l'énergie. Donc, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est la conservation de la quantité de mouvement? Donc, appliqué en un cas en deux dimensions où on a deux objets. Donc, avant la collision, évidemment, la quantité de mouvement totale, c'est la quantité de mouvement combinée de tous les objets. Donc, ici, on en a deux, alors P1 plus P2. Évidemment, les indices 1 font référence à l'objet 1, les indices 2 à l'objet 2. Alors, on a utilisé la définition de la quantité de mouvement, masse fois vecteur vitesse. Et ici, le vecteur vitesse avant la collision pour les masses 1 et 2 sont respectivement U1 et U2. Donc, on utilise U pour les vitesses avant la collision. Et après la collision, bien, la quantité de mouvement après, c'est toujours la somme de la quantité de mouvement de chaque objet. Et donc, on utilise V pour la vitesse après la collision. Donc, V1 et V2 sont respectivement les vitesses après la collision des masses 1 et 2. Donc, la quantité de mouvement après est donnée par ceci. Et donc, la conservation de la quantité de mouvement nous dit que la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. Et donc, M1U1 plus M2U2 égale M1V1 plus M2V2. Donc, cette équation est une équation de vecteurs. Donc, le vecteur U multiplié par le scalaire masse donne encore un vecteur. Donc, c'est deux vecteurs d'un côté, deux vecteurs de l'autre côté. Donc, quand on fait une addition de vecteurs, ici, un cas général, on a deux masses avec chacune leur vitesse initiale, leur vitesse finale. L'équation a été réécrite. Donc, quand on additionne des vecteurs, je propose souvent de les mettre par colonne et par ligne. Donc, chaque vecteur est sur une ligne, chaque composante sur une colonne dans un tableau. Donc, ici, j'ai placé les quatre vecteurs impliqués dans l'équation, chacun sur une ligne. Chaque vecteur représente évidemment la quantité de mouvement d'une masse. Donc, masse 1, masse 2. Et au-dessus de l'égalité, donc c'est la quantité de mouvement après, et en dessous de l'égalité, avant, pardon. Au-dessus de l'égalité, c'est la quantité de mouvement avant, et en dessous, c'est ici, donc la quantité de mouvement après. On met ça dans un tableau. Alors, chaque composante va être dans une colonne distincte. Donc, une colonne pour les composantes X, une colonne pour les composantes Y de chaque vecteur. Ça me donne quoi? Bien, le vecteur U a des composantes U1, X et U1, Y. Donc, je le multiplie évidemment. Chaque composante est toujours multipliée par le scalaire M1. Même chose pour M2, U2. Donc, voici les composantes X et Y. Et on fait la même chose pour la quantité de mouvement après de la masse 1, la quantité de mouvement après de la masse 2. Donc, ça ici, ce sont les composantes X et Y des quatre vecteurs qui sont impliqués dans l'équation. Et quand on va vouloir les additionner, on va y aller colonne par colonne. Donc, c'est-à-dire que chaque colonne va me donner une équation distincte à résoudre. Allons-y avec notre premier exercice. Une pierre rouge de masse 2 kg se déplace vers l'est à 2,5 mètres par seconde. On va supposer que l'est est dans la direction des x positifs. Une pierre jaune, 3 kg, se déplace vers l'ouest à 4 mètres par seconde.
après la collision, la pierre rouge se déplace à 2 mètres par seconde, à 37 degrés au nord de l'ouest. Quelle est la vitesse de la pierre jaune après la collision? Alors, quand on demande une vitesse, c'est un vecteur qu'on demande. Donc, je devrais donner la réponse soit en termes de module et orientation, soit avec deux composantes. Alors, ce genre d'énoncé comporte beaucoup d'informations. C'est facile de se mélanger, d'intervertir les masses ou même de mettre une valeur de vitesse à la place d'une masse dans l'équation. C'est vraiment l'erreur la plus commune. Donc, on applique bien l'équation, mais on ne met pas tout à fait les bonnes valeurs dedans parce qu'on fait des petites erreurs d'inattention. Donc, une chose qu'on peut faire pour se prémunir de ça, évidemment, c'est de se faire un schéma. Donc, il n'est pas toujours donné, le schéma. Souvent, même, il n'y en a pas. Alors, on se le dessine. On dessine la situation avant. Donc, on constate que c'est bien ce qui est décrit avant. Donc, 2,5 mètres par seconde. L'autre, moins 4 mètres par seconde. Et après la collision, donc la pierre rouge, 2 mètres par seconde, 37 degrés au nord de l'ouest. C'est bien ce qu'on voit ici. Et la pierre jaune, ben, j'ai supposé que sa vitesse était dans cette direction-là. Mais ça aurait pu être n'importe où. Donc, on peut dire, ah ben, peut-être que la vitesse V2 est par là. Peut-être qu'elle est par là. C'est pas grave. L'important, c'est que j'ai identifié une inconnue qui s'appelle V2. Donc, on reprend notre tableau et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer évidemment les valeurs numériques dans notre tableau. Donc, on a pris nos 4 vecteurs, donc les quantités de mouvement de chaque objet avant et après. Donc, pierre 1, pierre 2, pierre 1 et pierre 2. Bon, 1 c'est rouge, 2 c'est jaune. Avant, après la collision. Et on va placer ça dans nos colonnes pour les composantes X et les composantes Y. Alors, commençons avec la pierre 1. Donc, la composante X, tout simplement, on voit qu'on a 2 kg fois 2,5 mètres par seconde, donc 2 fois 2,5. Et la composante Y, il n'y a rien du tout. Pour la pierre numéro 2, donc 3 kg fois moins 4. Attention, donc puisqu'on est dans la direction des X négatifs, donc la composante est négative, et on n'a rien en Y. Donc, après, pour la pierre 2, ben, la masse est toujours 2, le module de la vitesse c'est 2, et pour avoir la composante X, donc on devra aller prendre la composante ici adjacente à l'angle de 37 degrés. Donc cos de 37, et il y a un signe moins parce que ben, mon axe des X positifs est par là, et on voit clairement que la composante, elle est dans la direction négative de l'axe. Et pour la composante Y, donc 2 fois la masse, fois la vitesse, 2 fois sin de 37. OK, pour ce qui est de la quantité de mouvement de l'autre masse, donc V, alors V2, je vais juste effacer ça, V2, ben, en termes de composantes, j'ai V2X dans la direction I plus V2Y dans la direction J. Alors, mes inconnus, ce sont ces composantes-là. Donc, le vecteur, je ne le connais pas. Je ne connais pas non plus ces composantes. Donc, on va identifier nos inconnus comme étant les composantes. Et là, on va pouvoir les placer dans nos colonnes respectives. Alors, 3 fois la composante X, donc ça c'est la quantité de mouvement en X de la pierre 2 après la collision, et 3 fois V2Y. Donc j'ai mes deux inconnus respectivement dans leurs colonnes respectives. Et on va additionner composante par composante, donc ça me fait deux équations, et on commence avec l'équation de la composante X. Alors qu'est-ce qu'on a? On avait ceci à gauche, et à droite on a notre inconnu, et on remarque que c'est la seule inconnue dans l'équation. Donc, ça va nous permettre d'isoler assez facilement notre inconnu. Donc, 5 moins 12, quantité de mouvement après, égale moins 3,2. Donc, ça vient de là. Plus 3 fois V2X. Et on trouve moins 1,27 mètres par seconde égale V2X. On va continuer avec la composante Y. Alors, on avait 0 quantité de mouvement avant.
la quantité de mouvement après 2 fois 2 sin 37 plus 3 fois V2Y, on constate que c'est encore notre seul inconnu dans l'équation. Ça va très bien. Et on peut isoler et on obtient moins 0,8 mètres par seconde pour la composante Y de la vitesse 2. Alors, si on regarde ça, on voit qu'on a deux composantes négatives. Donc, si je fais une représentation correcte de la situation après, on va trouver que la vitesse V2 va plutôt dans cette direction-là ici. Donc, sur mon premier dessin, c'était pas correct. Je n'avais pas identifié la direction correcte de la vitesse. Mais c'est pas grave. J'ai juste besoin de dire, ben mon inconnu c'est V2, ou en fait mon inconnu c'est V2XI plus V2YJ. Et je n'ai pas à présumer du signe de ces composantes-là. Donc, le signe appartient à l'inconnu que je vais trouver. Voyez-vous, je trouve une valeur inconnue dont le signe. Je trouve une valeur inconnue dont le signe. Alors, je n'ai pas à présumer du signe. Si je fais correctement ma conservation de la quantité de mouvement, je vais l'obtenir automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de présumer de la direction correcte. Je peux me tromper. En autant qu'après, ben, on puisse être capable de dire, bon, ben voilà, la direction correcte, c'est bien celle que j'ai ici en fonction des signes que j'ai là. Donc, on n'a pas à présumer du signe. On va obtenir automatiquement la valeur du signe. Exercice 2. Ça va se ressembler beaucoup, mais vous allez voir que les inconnues sont légèrement différentes. Donc ça, on a vu une première façon avec l'exercice 1 quand les composantes de vitesse sont inconnues. Donc par exemple, je ne connais rien de la vitesse du deuxième objet après la collision. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à l'exemple 1. L'exercice 2, ça va être un petit peu différent. Alors on a une balle de masse M1, 5 kg, se déplace vers l'est à 4 mètres par seconde. Bon, jusqu'à date, ça se ressemble un peu. Elle entre en collision avec une balle de masse M2, 2 kg, qui est initialement au repos. Après la collision, la balle possède une vitesse orientée à θ1 égale 55 degrés. Ben ici, c'est masse avec 2S. Puis ça ici, c'est la balle de 5 kg. Juste le préciser, là. On va le voir sur le dessin. La balle 2 possède une vitesse orientée à θ2 égale 30 degrés sous l'axe des X. Quels sont les modules des vitesses de chaque balle après la collision? Donc, voici la situation. La représentation n'est pas nécessairement donnée, mais on peut se la représenter nous-mêmes. Donc, avant la collision, 4 mètres par seconde vers l'est, c'est beau. Celle-là est au repos. Donc, les chiffres que vous voyez sur les balles représentent évidemment leur masse. Après la collision, donc celle-là ici, 55 degrés et l'autre 30 degrés sous l'axe des X. Donc, contrairement à l'exemple précédent, je ne connaissais rien pour un des objets. Je ne connaissais pas du tout sa vitesse après. Là, ici, je connais partiellement une information sur chaque objet après la collision. Donc, ce qu'il me manque, c'est le module de chaque vitesse. Alors, ce n'est pas du tout différent. On va utiliser exactement la même approche. C'est-à-dire remplir un tableau avec nos composantes de vitesse. Là, on va commencer par avant la collision. Donc, évidemment, on identifie, c'est facultatif, là, mais chacun de nos objets ici, balle 1, balle 2, avant la collision, après la collision. Et on va rentrer nos composantes X et Y. Donc, avant la collision, bien évidemment, ici, 5 kg x 4 mètres par seconde. On n'a rien en Y. Et pour la balle 2, bien, comme elle est au repos, ça va très vite. On voit que c'est tout simplement zéro quantité de mouvement. Bon, pour ce qui est après la collision, ben, j'ai ici, si on regarde celle-là ici, c'est quoi mon inconnu? Ben, c'est sûr que si je disais V1, comme tout à l'heure, V1XI plus V1YJ, ben, je me ramasse avec deux inconnus. Donc, si je prends cette formulation-là, je dis, je vais mettre ici, c'est 5 kg, donc 5 fois V1X. Si je mets ça ici, 5 fois V1Y, je me prive du fait que je connais l'orientation. Donc, je n'ai pas tenu compte d'une information qui est donnée. Donc, on va effacer ça, puis on va juste l'exprimer autrement. Donc,
je connais le module, ben, tirons avantage de ça. Alors, la composante V1x, au lieu d'écrire juste ici 5 V1x, je vais juste le réécrire, mais je vais l'effacer tout à l'heure. V1x, en fait, c'est V1 cosinus de 55. Donc, tirons avantage de cette information-là, que je connais l'orientation, puis V1y, ce sera ici V1 sin de 55. Donc, au lieu d'écrire 5 V1x puis 5 V1y, ben, on va remplacer V1x puis V1y par ces expressions-là parce que je connais l'orientation. Donc, utilisons toutes les informations à notre disposition. Donc, 5 fois V1 cos de 55 et 5 fois V1 sin de 55. Vous voyez, donc, au lieu d'écrire juste 5 V1x qui cache une information qui est connue, on va juste utiliser toutes les informations à notre disposition. Et pour la balle 2, ben, c'est un petit peu la même chose. Hein? Donc, oui, les composantes de vitesse, c'est V2x puis V2y. Mais regardez, je connais l'orientation. Alors, on va l'utiliser. Donc, la composante x, c'est V2 cos de 30. Et la composante y, bien là, il y a un moins, hein, parce qu'on remarque que la composante y, elle est vers le bas. Donc, ici, je le sais, parce qu'on l'a dit que c'est 30 degrés sous l'axe des x. Donc, je n'ai pas le choix de mettre le moins à ce moment-là. Ce qu'on va trouver, donc nos inconnus, est-ce qu'on a le bon nombre d'inconnus? Donc, on peut regarder. Alors, j'ai V1, un inconnu, V2, deux inconnus. Donc, j'aurais besoin de deux équations. Je vais avoir une équation pour la composante y et une équation pour la composante x. On remarque que chacune de nos inconnus est dans une équation différente, donc on devra faire un petit peu d'algèbre. On aura un système ici de deux inconnus, deux équations. Donc, on va commencer avec notre composante x. Alors, notre quantité de mouvement avant égale quantité de mouvement après. On voit qu'on a bel et bien deux inconnus. Et donc, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin avec ça. On va aller écrire notre équation pour la composante y. Donc, je ne peux pas trouver V1, V2. Allons tout de suite écrire notre deuxième équation. Et là, ici, bien, on voit que comme c'est égal à 0 au début, ça va être un petit peu plus facile d'aller isoler une des vitesses et l'exprimer en fonction de l'autre. Donc, V2, ici, 2 fois sin de 30, ça, sin de 30, c'est égal à 1/2. Donc, 2 fois sin de 30, ça donne 1. 5 fois sin de 55, ça donne 4,1 qui est là. Donc, j'ai une expression de V2 en fonction de V1. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le remplacer dans mon équation qui est là. Et lorsque j'avais V2, je vais mettre 4,1 V1. Donc, on réécrit ça comme avant, mais le V2 est remplacé par ça. Et donc, ça me permet d'isoler une valeur pour V1. Donc, ici, c'est impossible que j'obtienne un négatif. Ça doit absolument être positif parce que ça ici, c'est un module que je cherche. Ça doit être positif. Et je devrais avoir aussi un positif pour le V2 parce qu'encore une fois, c'est un module que j'essaie d'isoler. Donc, si je l'isole ici, j'ai la valeur de V1. Donc, on va pouvoir trouver V2 ici, 8,2 mètres par seconde. Donc, encore une fois, c'est le module. Donc, c'est toujours plus grand que 0. Par contre, au numéro précédent, quand je trouvais les composantes, donc V2x, V2y, donc c'est des composantes. Alors la composante, ça peut être plus petit que 0, mais ça peut aussi être plus grand que 0. Donc un ou l'autre, là, c'est un petit peu différent ici, comme c'est un module, je dois obligatoirement avoir quelque chose de plus grand que 0.